Salut les amis, nouvelle vidéo sur le format donc des commentaires d'émissions audio, format podcast, sans images, sans rush rigolo. Aujourd'hui, il va être question d'une émission de France Culture où la délicieuse Adèle Vendrette recevait Monsieur Bruno Latour. Je vous avais déjà parlé de Bruno Latour, philosophe des sciences, épistémologue entre autres. Je vous avais conseillé un de ses ouvrages, notamment Nous n'avons jamais été modernes, et je vous avais parlé un petit peu d'une partie de ses thèses dans la vidéo Vers une épistémologie non dualiste. Alors j'avais écouté cette émission et puis elle était tellement excellente que j'avais envie de la sauvegarder pour mon usage personnel. Et puis je me suis rendu compte qu'il serait loin d'être absurde que je vous la partage. Nous y entendons Bruno Latour nous faire ici une véritable démonstration de ce que j'appelle la transrationalité non sacrificielle. Sans plus de transition, je vous laisse avec l'émission. Sur la route de Dijon à Gray, à la fin de l'hiver en 1972, j'ai dû m'arrêter, dégrisé après une overdose de réductionnisme. Mettre tout dans rien, déduire tout de presque rien, commander, obéir, hiérarchiser, être profond, être supérieur, ramasser les choses et les faire tenir dans un tout petit espace, n'avoir pour compagnons, comme ceux de ma caste, que les dragons du rien et celui du tout. J'ai ressenti comme une lassitude, surtout que ça ne rentrait jamais, que presque tout restait dehors, et que les arbres, le long de la route, s'en trouvaient tout chiffonnés. Chrétien, philosophe, intellectuel bourgeois, mâle, provincial et français toujours, j'ai décidé de laisser la place, et d'offrir aux choses dont je parlais autant d'espace qu'il est en elles pour prendre leur distance, comme on disait au cours de gymnastique. Je ne savais encore rien de ce que j'écris ici, mais je me répétais seulement « Rien ne se réduit à rien ». L'on assiste déjà là à un constat lucide, comme quoi la carte n'est pas le territoire, et que toute tentative mentalo-mentale de saisir l'univers est, par essence, vouée à l'échec. Si c'est une notion qui est compréhensible mentalement dès la rationalité, sa complète digestion n'a lieu que lorsque l'individu atteint le transrationnel non sacrificiel. Rien ne se déduit de rien d'autre. Tout peut s'allier à tout. C'était comme un signe de croix qui éloignait un à un les mauvais démons. Le ciel était d'hiver et très bleu. Il ne demandait plus que je le fonde sur une cosmologie, que je le rende dans un tableau, que je le capture dans un poème, que je le mesure dans un article de météorologie, que je l'établisse sur un titan, afin qu'il ne me tombe pas sur la tête. Il s'ajoutait aux autres cieux, n'en réduisant aucun autre et ne s'y réduisant pas. Il prenait ses distances, s'enfuyait et s'établissait quelque part où il définissait tout seul, comme un grand, sa place et ses buts, ni connaissables, ni inconnaissables. Moi et lui, eux et nous nous entredéfinissions, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu les choses irréduites et fériées. L'on voit ici l'essence même de la logique non sacrificielle. Il n'y a plus de réductionnisme et le monde est appréhendé à la fois avec ses connaissances théoriques, avec sa présence à soi et au monde, et avec le fait simplement d'être incarné de façon concrète dans la matière. Bonjour Bruno Latour. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin jusqu'à jeudi, car nous allons passer la semaine ensemble. On va parler de sciences, de politique, d'écologie, de philosophie, de métaphysique. Commençons par là. J'ai lu un extrait de votre livre qui s'appelle Irréduction et dans lequel vous racontez ce que vous nommez une overdose de réductionnisme qui conduit à une sorte de révélation. On peut parler de révélation ? Le réductionnisme étant toujours, quelque part, lorsque l'on cherche et qu'on gratte au-delà de la surface, une façon de recadrer l'immensité du réel afin de se protéger de son angoisse, de l'angoisse de la finitude, de l'angoisse de sa petitesse face à l'immensité de la création. C'est cette angoisse que fuit comme la peste ce que j'appelle désormais dans Hypnomachie les gens ouimés. Oui, enfin en tout cas, d'épisodes qui décident d'un chemin pour toujours. Cette impression que quand on est philosophe, surtout dans une tradition très
un peu fermé, dans lequel j'ai été formé à Dijon il y a bien des années, qu'au fond, c'est la question du fondement n'est pas forcément la question essentielle de la philosophie. Que le déploiement des multiplicités est aussi peut-être le but de la philosophie, et que la philosophie n'est plus, pour moi, à partir de cette intuition que vous avez très, très joliment relue, n'est pas une recherche du fondement, mais une protection pour permettre le déploiement des différences, en quelque sorte. Penser les choses en termes de recherche du fondement, c'est penser les choses en termes de causalité linéaire. C'est penser le monde en une seule dimension. Au bout d'un moment, l'on arrive à saisir le monde dans son caractère dynamique et non dans une espèce de représentation monocausale terne. Et donc, ça a des dimensions anthropologiques dont on parlera, mais c'est vrai que c'est à cette occasion-là que je deviens, non pas simplement philosophe au sens de l'agrégation, mais philosophe au sens d'un projet. Parce que c'est l'année où vous avez passé l'agrégation, c'est ça, en 72 ? Oui, c'est juste l'année d'après. Mon premier cours, le moment où je commence à enseigner à des malheureux élèves qui m'ont eu comme professeur à Grès, en Haute-Saône. Et qu'est-ce qui ne vous convient pas à ce moment-là dans la philosophie ? C'est ce poids justement de cette idée que le but fondamental, c'est de trouver les fondements. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les fondements de la raison, les fondements de la science, les fondements du droit, etc. C'est un peu ça quand même la tradition, une des traditions anciennes. Disons l'explication du déploiement des choses, c'est d'aller chercher en dessous de ces choses la substance qui les tient, disons, et de définir leur substance justement. Enfin, les questions que pose Socrate en permanence, c'est toujours ça. Alors ce qui me paraissait intéressant, et grâce à cet épisode, c'est d'aller chercher comment elles subsistent. Et donc faire une petite opposition entre la recherche de la substance qui serait sous les choses, qui subsistent, ou la façon dont les choses subsistent. Donc sans passer du tout par un fondement, sans passer du tout par quelque chose qui serait en dessous d'elles. Et donc le but de tout ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de dire, mais donc ce qui subsiste parvient à durer par ce qui ne dure pas. Par exemple, je sors d'un hôpital là, et c'est toujours très intéressant de voir que à chaque changement d'équipe d'infirmières, elles se réunissent pour faire des transmissions. Donc là, il y a bien, effectivement, avec quelques variations, les doses qu'on vous donne et tout ça, tous les soins qu'on vous donne sont bien assurés, mais assurés par une série de subsistances, des petits épisodes, toujours assez compliqués à suivre d'ailleurs, où les infirmières d'une équipe transmettent les informations à l'équipe suivante. Et donc, cette sensation-là on peut aussi expliquer le cours des choses sans aller du tout chercher un fondement, une réduction, disons, mais que l'on peut chercher la subsistance par la succession des transformations qui passent toutes par ce petit hiatus qui fait que au moment pendant quelques heures à l'hôpital vous n'avez plus personne parce que la transmission est en train de se faire, mais en même temps il y a bien quelque chose qui dure, les soins, par ce qui ne dure pas, les équipes qui se succèdent. C'est vrai des institutions, l'institution dont vous êtes, celle dont vous allez prendre la charge, vous allez remplacer quelqu'un et c'est ce remplacement-là, pas du tout pas la peine de passer par un fondement. Alors même qu'on a toujours tendance à aller chercher quelque chose qui est dessous. Mais voilà, alors là on est déjà au cœur de votre philosophie, Bruno Latour, substance d'un côté, subsistance de l'autre. Cette dialectique entre substance et subsistance avait déjà été établie par les philosophes grecs anciens. Vous pouvez vous reporter au paradoxe du bateau de Thésée, à la flèche de Zénon, etc., etc. Est-ce que ça veut dire que pour vous, tout est mouvement permanent ? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose en fondement, le réel, appelez-le comme vous voulez, mais que nous n'avons accès qu'à ces manifestations ? Non, il n'y a pas d'autre chose. Deux choses différentes. C'est ça le thème de l'irréduction. Ouais. Les choses sont parfaitement capables de durer, à condition qu'elles se donnent les moyens de durer par d'autres choses. Par exemple, toute l'organisation que vous avez ici, les micros, l'institution de Radio France, la politique de Radio France, la politique de la redevance de Radio France, etc. Toutes ces choses sont ce qui permettent à notre échange d'avoir la place. Mais aucune de ces choses n'est stable. Donc oui, elles sont toutes en mouvement et elles sont toutes en train, chacune à leur manière, de durer en sautant ce petit hiatus de l'existence, c'est précisément
l'étonnante chose du temps, et c'est ça qui assure leur durée. Donc le problème, c'est qu'on a toujours tendance à dire oui, mais si ça dure, c'est qu'il y a un fondement, il y a quelque chose de plus important, de un plus socle long. à partir duquel on sait que les choses évoluent. Alors que c'est le contraire, c'est exactement parce que les choses arrivent à se tenir dans l'existence par, en quelque sorte, l'appel qu'elles font aux choses qui ne durent pas, le passage des infirmières les unes derrière les autres, le passage des directeurs d'entreprise les uns derrière les autres. Alfred North Whitehead dirait que c'est vrai même d'un bloc de pierre, etc., etc. Chaque fois, il faut que des êtres vous permettent d'exister. C'est typiquement cela que ne comprennent pas les tenants et les adeptes de ce que Husserl avait appelé le réalisme naïf, évoqué dans la vidéo CNV 2.0. Parmi les personnes dont vous vous êtes entouré, celles qui ont compté pour vous et qui ont peut-être une influence sur votre manière de pratiquer la philosophie, on trouve une voie, la voici. J'étais au début plutôt scientifique. Auparavant, nous étions un peu scientistes. C'est-à-dire, on pensait que la science était toute bonne et seule bonne. Et puis tout d'un coup est arrivé cet événement terrible, vous voyez, où on a appris tout d'un coup que des physiciens de premier ordre s'étaient réunis dans le désert du Nevada pour concocter cette affreuse chose qu'était la bombe atomique. Et là, tout d'un coup, et je n'étais pas le seul, beaucoup de scientifiques ont été comme moi, beaucoup ont été pris dans leur conscience profonde, et je me souviens qu'il y a des physiciens même qui ont quitté pour devenir biologistes, vous voyez. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse de la philosophie. C'était la voix du philosophe Michel Serres sur France Culture en septembre 2018. Michel Serres qui raconte l'occasion à partir de laquelle il est devenu philosophe, Bruno Latour. C'est tout à fait le même genre d'événement, oui. Pour lui, c'était quand il le raconte, c'est exactement l'épisode que vous avez lu au début. C'est pas la même intuition, c'est pas le même événement, c'est pas le même effet, mais c'est le même saisissement de quelqu'un qui a déjà des diplômes, qui est déjà un philosophe officiel, mais qui devient philosophe d'une autre façon et qui passe de cette vision, comme il dit, scientiste, à cette théorie de la science, cette anthropologie de la science, le mot est chez Serres aussi, très particulière, dont j'ai beaucoup effectivement appris. Mais ce qui est intéressant, c'est que votre pensée est foisonnante, justement. Elle essaie de prendre en compte la multiplicité d'accès au réel, le pluralisme des modes d'existence, on va y venir, et qu'en même temps, ce que vous dites, c'est que tout est parti du corps chez vous, d'une intuition. Le pluralisme des modes d'existence n'est ni plus ni moins qu'une autre façon de nommer les niveaux de réalité. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de la même axiomatique, les deux concepts ne se recouvrent pas parfaitement, mais cela en donne cependant une bonne idée. Et ça, je crois que c'est vrai de toute la philosophie. Il n'y a rien de plus corporel que la philosophie. Pourquoi la philosophie, c'est des gestes, c'est des sensations, c'est des émotions, c'est des affects. C'est précisément l'extraordinaire incarnation, c'est le refus de l'abstraction. Au fond, vous citez Serres, c'est un exemple vraiment parfait. Pour lui, la philosophie, c'est précisément le contraire de l'abstraction. C'est ça qui lui permet de parler de Tintin, d'Einstein, de Leibniz, ou bien des fables de La Fontaine. Là, il y a une sensation commune, je pense une tradition qui remonte à Diderot, une tradition proprement française. Je crois que la philosophie, c'est la chose la plus concrète, c'est même la recherche de la chose la plus concrète. Moi, j'ai une version tout à fait expérimentale, empiriste, beaucoup plus modeste que ce que faisait Serres, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que c'est la philosophie, la science du concret. J'ai trouvé ce recadrage extrêmement intéressant car il a l'avantage de sortir du conflit mimétique un petit peu limité entre le philosophe théoricien et le praticien de la vie. Non, bien évidemment, la philosophie, et il a parfaitement raison, est quelque chose d'incroyable concret, d'organique, de corporel, puisqu'il oriente le sens de l'existence d'un individu. Au fond, tout le reste est un peu abstrait par rapport à ça. Et pourtant, ça demande une médiation pour pouvoir lire un ouvrage de philosophie. Bien sûr, il faut. Le concret n'est pas du tout la même chose que l'immédiat, mais c'est une lutte continuelle contre l'abstraction. Et moi, ma façon à moi d'exprimer ce projet, c'est de maintenir le pluralisme des modes. C'est depuis le début au moment où je deviens vraiment philosophe, depuis 50 ans, disons, l'idée que on a une telle difficulté à saisir la pluralité
des modes de vérité. Oh oui Bruno, à qui le dis-tu? Cela fait 8 ans sur cette chaîne que j'essaye de l'expliquer. Que j'essaie de l'expliquer parfois même à des gens qui sont de bonne volonté, et que je vois bien que cette capacité à penser en N dimensions échappe à la plupart de nos contemporains, comme je te comprends. Ça me frappait déjà quand préparer l'agrégation, mais évidemment ça n'a cessé de me préoccuper quand j'étais à Abidjan en Afrique, quand j'ai commencé à étudier les sciences, quand j'ai fait ma thèse sur un sujet complètement obscur d'exégèse biblique, quand j'ai commencé à travailler le droit, etc. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver, c'est ça le concret. Pour être tout à fait concret, il faut pouvoir maintenir un pluralisme des modes. Mode voulant simplement dire que, de nouveau, la façon dont des êtres, pour continuer dans l'existence, doivent passer par d'autres êtres. Alors voilà, reprenons. C'est une idée d'une simplicité absolument. Oui, mais pourtant, comme souvent le simple, c'est le plus difficile d'accès, donc on va avoir besoin de temps pour l'expliquer. Si on repart de votre crise existentielle, votre révélation, à partir de là, vous décidez de devenir un certain type de philosophe et de mener une certaine méthode philosophique qui est d'ailleurs aussi sociologique et anthropologique, et vous allez produire, alors plus tard, mais le titre même de ce travail dit bien quelle est votre méthode et votre philosophie, une enquête sur les modes d'existence. Tous les mots sont importants dans ce titre, et je vous propose qu'on essaye de comprendre pourquoi. D'abord, commençons avec le mot enquête. C'est une méthode que vous mettez en œuvre à ce moment-là, c'est une enquête. Pourquoi une enquête? Parce que c'est d'abord une question de sciences sociales. À l'origine, les jobs que j'ai eus, c'est toujours des jobs de sociologie. Alors mes amis sociologues ne considèrent pas toujours que je suis un vrai sociologue, mais pour moi, oui. C'est-à-dire, c'est une question de sciences sociales. C'est au fond, de quoi la société est faite. Donc, et pour ça, il faut faire une enquête. De quoi sont composés les éléments qui assemblent ce que j'appelle non pas exactement une société, mais un collectif. Par exemple, ici, il y a des éléments techniques, des éléments juridiques, administratifs, organisationnels, etc. Et chacun se fait dans son mode, et on commence à le comprendre, et c'est pour ça que l'enquête est importante, quand on s'aperçoit qu'il y a des erreurs de catégorie. C'est-à-dire que brusquement, on juge par exemple, de la qualité du journalisme de votre maison, de France Culture. Si vous commencez à exiger que ça se fasse sans aucune transformation, aucun cadrage, aucune médiation, que ça soit juste la vérité pleine et entière, c'est clairement une erreur de catégorie. Et voilà comment, en une phrase ou deux, Bruno Latour vient de nous démonter littéralement la notion de fake news. Cela fait un moment que je vous en parle dans Hypnomachie. C'est une notion qui n'a aucune robustesse épistémologique. C'est simplement une notion qui relève de la propagande, précisément parce qu'elle prétend, comme l'explique ici très très bien Bruno Latour, l'accès à un réel direct sans médiation. Aucun journaliste ne peut se passer de la médiation, du travail de formatage, de sélection, de cadrage, si c'est en vidéo, etc., etc. Donc la notion de vérité au sens du journalisme ne peut pas être calibrée par la question suivante, est-ce que c'est une information pure et complète et sans transformation? C'est-à-dire qu'il y a toujours le travail d'une subjectivité, d'une perspective? De forme, disons, et c'est donc, ce qui va se passer quand on commence à faire une enquête sur les modes d'existence, c'est le moment où on commence à repérer les erreurs de catégorie. Vous êtes en train de juger de la façon dont un mode est en train de se déployer par le gabarit, en quelque sorte, d'un autre. C'est exactement ce que je vous explique dans Hypnomachie lorsque je vous dis que celui qui contrôle le cadre contrôle l'information. La maîtrise du métacadre va déterminer le résultat de l'information produite. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on n'est pas capable de penser le monde en N dimensions et on se contente d'une espèce de thémata binaire un petit peu limité entre vrai, faux, voire avec une légère nuance prouvée par la science ou non prouvée par la science qui n'est jamais qu'une version à peine améliorée du point précédent. Vous êtes en train de dire... c'est très très important que les politiques soient les représentants absolument fidèles de leur mandant. On en parlera, je crois, vendredi. Jeudi, ouais. Mais si vous demandez une représentation fidèle, ça veut dire quoi? Si c'est l'exact transport de ce que chacun des gens qui sont représentés potentiellement par cet homme politique ou cette femme politique sont transportés sans transformation, c'est évident que vous allez considérer que c'est un menteur, parce que c'est impossible à faire. C'est ça, en fait ce que vous voulez dire, c'est que dans tous les domaines de l'existence, journalistique, scientifique, politique, artistique, il n'y a pas une vérité à laquelle on pourrait se conformer. C'est ça? Non, c'est que chaque mode a sa vérité à lui.
Donc il n'y a pas une vérité générale. Non, ça c'est sûr qu'il n'y en a pas une. Peut-être qu'il y a une espèce de procédure. C'est ça justement le métier de la philosophie, c'est de respecter la pluralité des modes. Mais dans chaque mode, selon le mouvement de chaque mode, la façon dont il se déplace pour maintenir l'existence de son projet, là, il y a une vérité, et cette vérité, elle est indiscutable. Elle est précisément propre au mode. Il y a une mode de vérité scientifique, un mode de vérité. Vérité, peut-être pas le terme qu'il faut utiliser. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on parle de vérité dans tous ces cas? Pardon? Est-ce que le terme de vérité est non, approprié? c'est-à-dire, ça serait plus clair. C'est une façon de dire vraiment, de dire en vérité quelque chose de scientifique, mais ça ne prouve pas que quand vous allez aborder le droit, ça va fonctionner. Mais le droit, lui, a son propre mode de vérité juridique. Le moyen de comprendre ça, c'est de s'intéresser aux adverbes. Parler scientifiquement, parler juridiquement, parler religieusement, parler etc. Et c'est là où, des fois, je vous parle hypnomachiquement, et que ce cadre, ce mode d'existence est spécifique. Et qu'énormément de gens abordent mon travail avec d'autres cadres, d'autres modes, et par définition passent à côté de ce que j'ai à dire. Et avec les années, je ne sais plus comment expliquer cela à des gens qui découvrent mon travail et n'arrivent pas à s'empêcher de projeter des modes d'existence scientifiques, humanistes, démocratiques et autres sur mon travail, alors que ça n'en est pas l'objet. Parce que l'adverbe capte bien cette espèce de sentiment il se passe quelque chose. Je sais pas moi, vous prenez un exemple d'une banalité complète, mais si vous lisez un livre et que le livre marque au début du livre quelque chose comme roman, vous allez commencer aussitôt à vous mettre dans une attitude véridictionnelle différente que s'il y a marqué témoignage ou s'il y a marqué histoire, etc. C'est-à-dire que là, vous vous préparez à chaque fois, et on n'arrête pas de se préparer. C'est ce que vous appelez les modes d'existence. À calibrer la suite de ce qui va arriver, c'est un grand argument de William James, vous allez, la préposition, disons, vous allez vous préparer à entendre ce qui suit sous un certain mode de véridiction. Si je dis que ce matin c'est une émission de philosophie, on l'entendra pas de la même façon et on ne l'écoutera pas de la même façon que si je dis que c'est une émission de sociologie ou d'anthropologie. Oui, en tout cas, vous allez vous préparer à une autre façon de l'entendre. Ça, c'est assez juste. Donc, on est parfois assez fort pour sentir les erreurs de catégorie. Sentir que vous êtes en train de parler d'une certaine façon, mais que vous n'allez pas obtenir le type de véridiction que vous demandez. Si un homme politique, encore une fois, un homme politique, on en parlera, mais c'est vrai aussi, demain, on parlera des sciences. Il suffit pas simplement d'avoir une blouse blanche pour tout ce que vous dites, ça va devenir scientifique. Pour autant, c'est pas du tout. On va prendre un exemple précis. Vous l'avez dit rapidement, celui du droit. Comment très bien le droit. Bon, alors, écoutez. Voiture 26, autorité, vous vous étiez passé? Le nouveau a eu un petit malaise là, on a dû sortir prendre l'air. Vous retournez dans le secteur et restez à l'écoute. Alors j'ai eu un malaise moi. Bah écoute, regarde-toi, t'es tout pâle. Ce qui me rend malade, c'est de voir qu'on fait pas notre travail. Et qu'est-ce que c'est notre travail? C'est assurer la sécurité de nos concitoyens. Arrêter les délinquants. Ah bon, tu veux arrêter quelqu'un? Ah bah dis donc, tu vas pouvoir faire un carton, hein? Tiens, la terrasse du café, là, trop longue d'1 mètre. Interdit. Article R 38.7. Cette bonne femme à poil sur l'affiche, là c'est interdit. Article G 92. Le travelot, là, au coin, le travelot, interdit en dehors des périodes de carnaval. Le clébard, qui fait pas où on lui a dit de faire, au gnouf. Et les 2 mecs qui fument du hache dans le passage, là, interdit. Le commerçant qui affiche pas ses prix, interdit aussi. Alors tu descends et tu arrêtes tout le monde. Allô, voiture 26 à autorité. Envoyez urgence 6 quarts de police, le nouveau a arrêté 250 personnes. Eh ben il klaxonne. C'est interdit, arrête-le. Assassin! Voilà, y a rien du tout. Ah, bougez pas, ça vous assassin! Calmez-vous, madame. Appelez la police, dépêchez-vous, faites quelque chose! Il est même pas réveillé, madame. Qu'est-ce qui se passe, police? Je suis bien content que vous Alors, arriviez. madame, on traverse en dehors des passages protégés? On fait du scandale sur la voie publique, c'est ça? Vous avez vos papiers? Et ce moutard, il est à vous? Vous avez ses papiers aussi? Non? Bon, ben alors ça va pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, je vous embarque. Vous noterez que toutes les absurdités relevées dans cet extrait de film relèvent du droit positif et bien évidemment jamais du droit naturel. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Bruno Latour est mon invité ce matin et sera avec nous jusqu'à jeudi. Et un extrait de film des Ripoux, le film de Claude Zidi, qui date de 1984 et qui met en scène avec ces deux inspecteurs en poste au commissariat du 18e
17e arrondissement, eh bien la difficulté, enfin plutôt la subtilité du mode d'existence du droit qui ne réside pas dans son application directe et systématique. C'est ça qu'on a entendu en fait, Bruno Latour. L'avantage de cette enquête sur les modes d'existence, c'est qu'elle permet de s'intéresser à des tas d'éléments, y compris des films, y compris toutes les occasions où on voit que on applique un gabarit dans une situation alors que c'est insensé. Ça peut être effectivement très très drôle ou très douloureux selon les cas. Et le droit c'est parfait parce qu'on voit bien qu'il y a une vérité, disons, juridique, au sens de parler juridiquement de quelque chose, que tout le monde reconnaît, même si on sait bien qu'il faut être juriste pour comprendre comment ça fonctionne, et néanmoins que ce type de véridiction, eh bien, elle ne mord pas, elle ne réduit pas, c'est là on retrouve le thème d'irréduction, les autres modes de véridiction. Et donc on a des situations qui sont peut-être plus douloureuses que celles que vous oui, on a choisi la version humoristique, oui, on aurait pu choisir la version plus sérieuse. Où l'avocat vous dit, madame, je suis désolé, mais vous avez perdu votre procès, il n'y a plus de voie de recours, il n'y a plus de moyens de droit pour aller plus loin. Quelle que soit la douleur psychologique, quelle que soit la vérité scientifique du cas, non, je suis désolé, mais juridiquement, vous avez perdu. Et c'est là où on voit que, et la dame va être très touchée, peut-être elle va dire le droit est d'une dureté ou d'une injustice, etc., mais on sent qu'elle va à ce moment-là utiliser des gabarits de véridiction, disons, des modes de compréhension de ce qui doit être du vrai, disons, qui la font souffrir, mais qui n'ont aucune influence sur la qualité de la vérité du droit. Alors voilà, c'est ça ce que vous dites, en définissant, en distinguant ces différents modes d'existence, vous les dissociez, c'est-à-dire qu'ils ne s'entrecoupent pas? Ils sont en conflit parfois, en résonance. Ouais. Il y a 1000 situations différentes, mais ils ont chacun leur mode. De là à penser, je pose ça là, comme dirait l'autre, mais de là à penser que toute émotion provient d'un décalage entre les modes d'existence, il n'y a qu'un pas. C'est-à-dire que un juriste va évidemment sentir que c'est pas juste, ou que c'est pas moral, ou que c'est pas vrai. Ça va interférer dans la situation où il est. J'ai fait un livre entier sur le Conseil d'État, oui, où il est en train d'aller d'étape en étape pour essayer d'obtenir ce cheminement si particulier du droit, mais ce cheminement si particulier du droit ne sera pas réductible aux autres modes, même s'il les entend. L'on retrouve ici la notion de castration quelque part, en allant au bout du mode disons légal, juridictionnel, tout en ayant la sensation profonde que notre action n'est pas juste. Il y a une forme de castration dans le fait de réaliser que quoi que nous fassions, notre action ne peut intégrer l'intégralité des modes. Et cette prise de conscience est quelque chose d'extrêmement profond au niveau transrationnel non sacrificiel, dans lequel, parce que, à défaut d'essayer d'agir sur tous les modes simultanés, l'on essaye en tout cas de n'en sacrifier aucun, eh bien l'on retrouve alors un niveau d'existence, un mode d'existence extrêmement peu actif. Donc c'est pas un point de vue relativiste qu'il n'y a pas de vérité, c'est le point fondamental. Ça c'est très important. Et oui, c'est très important et c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo sur le relativisme. Et que n'arrivent pas à comprendre, là encore, les gens ouïmets trop imbibés de scientisme et n'arrivant pas à lâcher ce métacadre. On comprend jamais ce point-là parce que on dit oui, toujours... et ça veut pas dire que tout se vaut. Dire qu'il y a une vérité propre à chaque mode d'existence, ça veut pas dire qu'elle se valide. Au contraire, ça veut dire que la question de la vérité est essentielle dans tous les modes, y compris celui de la fiction, y compris celui de la politique, y compris celui de la religion, y compris etc. Mais il faut respecter leur mode particulier. Mode d'existence est un terme qui a été introduit en philosophie par Simondon dans un livre célèbre, ce mode d'existence, à quoi il l'applique? À la technique. Donc vous voyez, c'est un terme qui est tout à fait commun. Et ensuite, Souriau fait un texte tout à fait étonnant, Étienne Souriau, assez peu facile à lire, il faut le reconnaître, que nous avons republié avec Isabelle Stengers, qui est essentiellement le mode d'existence de la fiction, qui est toujours compliqué, parce que la fiction, c'est jamais exactement, est-ce que, alors attendez, c'est du vrai, oui, mais c'est pas tout à fait du vrai, etc. Non, dit Souriau, il y a une vérité
absolument essentielle de la fiction, qui est tout à fait particulière, et que si vous la ratez, vous ne comprenez absolument rien aux arts. Et si vous dites, oui, mais c'est jamais vraiment vrai, la fiction, finalement, c'est des choses, tout le monde peut inventer ce qu'il veut, c'est de l'imaginaire, l'imagination, etc. Vous n'avez jamais vu une œuvre d'art, vous n'avez jamais apprécié une œuvre d'art, vous n'avez jamais rencontré un artiste. D'où l'aberration absolue d'avoir une démarche scientifique et d'exclure totalement la démarche artistique. Cela amène à un déséquilibre des fonctions cognitives qui ne permet plus de saisir la vie et l'existence dans son entièreté. Parce que s'il y a quelque chose qui est absolument exigeant dans l'œuvre d'art, qui vous tient et qui est un système de direction extraordinairement contraignant, c'est la fiction. Alors on va écouter un texte d'Étienne Souriau justement, issu des différents modes d'existence, un texte magnifique dans lequel il prend l'exemple du sculpteur et sa statue pour essayer d'illustrer alors non seulement comment peut se construire, s'instaurer un certain rapport au réel, mais aussi de quel type de vérité il s'agit. On va définir ensemble, Bruno Latour, ce que vous entendez, ce qu'on entend par vérité, parce qu'on se demande si c'est vraiment le terme approprié pour définir le mode d'être de chacun de ces modes d'existence. Écoutez le texte et écoutez donc cette image de l'œuvre qui se fait en se faisant, on la commentera ensuite. Un tas de glaise sur la sellette du sculpteur. Existence réique indiscutable, totale, accomplie. Mais existence nulle de l'être esthétique qui doit éclore. Chaque pression des mains, des pouces, chaque action de l'ébauchoir accomplit l'œuvre. Ne regardez pas l'ébauchoir, regardez la statue. À chaque nouvelle action du démiurge, la statue peu à peu sort de ses limbes. Elle va vers l'existence, vers cette existence qui à la fin éclatera de présence actuelle, intense et accomplie. C'est seulement en tant que la masse de terre est dévouée à être cette œuvre qu'elle est statue. D'abord faiblement existante, par son rapport lointain avec l'objet final qui lui donne son âme, la statue peu à peu se dégage, se forme, existe. Le sculpteur d'abord la pressent seulement, peu à peu l'accomplit par chacune de ces déterminations qu'il donne à la glaise. Quand sera-t-elle achevée? Quand la convergence sera complète, quand la réalité physique de cette chose matérielle et la réalité spirituelle de l'œuvre à faire se seront rejointes et coïncideront parfaitement. Si bien qu'à la fois dans l'existence physique et dans l'existence spirituelle, elle communiera intimement avec elle-même, l'un étant le miroir lucide de l'autre. Comment une chose en vient-elle à exister? C'est à cette question que répond notamment ce texte d'Étienne Souriau, lu par François Raison. Et Bruno Latour, c'est une bonne manière de continuer la discussion que nous sommes en train d'avoir. En effet, quand on prend un artiste un sculpteur qui est en train de sculpter une statue, peut-on dire que cette statue émerge directement du travail du sculpteur, ou bien que le sculpteur lui-même saisit ce qu'il y a devant lui, travaille la matière pour la faire émerger, si bien qu'on ne sait plus qui commence, qui se fait, qui est en train de se faire. C'est cela le processus même de la création de quelque chose. L'œuvre à faire de Souriau a pour but de sortir de cette dichotomie. Et il le dit très bien là, dans le passage suivant, c'est encore plus extraordinaire. L'artiste est devant son œuvre et l'œuvre dit, comme le sphinx devine, le sphinx s'adresse à l'artiste, devine où tu seras dévoré. Et ce rapport d'être dévoré, si on rate ce que l'œuvre exige, alors qu'on se croyait jusqu'ici le maître de l'œuvre, celui qui la domine, est tout à fait passionnant, très bien travaillé. C'est-à-dire qu'il y a une partie du réel qui existe sans nous. Pardon ? C'est-à-dire qu'il y a une partie du réel qui existe sans nous. Ça c'est une évidence, le réel est beaucoup plus loin. Et si c'était dans nous, ça serait tout à fait obligé. Il n'y a pas de sujet dans cette affaire. Dans Souriau, il n'y a pas de sujet. Ça n'a rien à voir avec la philosophie où il y a des sujets, une conscience. Non, mais donc c'est un réel qui n'est pas substance. Non, c'est un réel qui est en voie d'existence, à condition que on l'instaure. Ce très beau mot d'instauration
de Suriot permet d'éviter tous ces thèmes de construction, d'imagination, d'imposition d'un but, etc. Non, c'est précisément tout le travail de Suriot et qu'on reprend très largement, que je reprends très largement dans la notion de mode d'existence, ouais. C'est de sortir des catégories de sujets et d'objets, en gros, pour le dire vite. Il y a des modes d'existence qui vous saisissent. Et dans le mode de la fiction, quand on s'engage dans le chemin d'être un artiste, ce qui va être l'incitateur de l'action, ça va évidemment, en l'occurrence, l'exemple est un peu simplet là de la statue, mais il est très clair, c'est la statue qui décide. Plutôt, la statue vous demande, c'est une énigme comme le sphinx, et vous savez qu'à chaque petite erreur possible, vous risquez d'être dévoré. Et c'est là où vérité doit être utilisée, c'est-à-dire une vérité de l'œuvre à faire. Cette vérité vous réveille la nuit, elle réveille le fameux peintre de Balzac dans le chef-d'œuvre inconnu, et qui d'ailleurs fait une petite erreur et qui la casse et qui justement détruit son œuvre, et elle est toujours en voie de vous saisir. Et c'est ce saisissement qui est une des formes de la véridiction qu'il faut pouvoir respecter. D'ailleurs, nous savons tous que quand on parle de fiction, malgré ce qu'on dit, on ne discute pas des goûts et des couleurs, on ne cesse d'en discuter, on doit en discuter, jusqu'à ce qu'on trouve précisément cette vérité qui est propre à la fois du côté de celui qui entend, qui n'est pas lui-même un artiste, mais qui reçoit l'œuvre d'art, que la vérité de l'artiste ressentie par l'artiste lui-même. Mais pourquoi c'est-à-dire un chemin. Mais parce que c'est précisément... Comment vous la définissez? C'est pas la conformité à quelque chose? C'est vérité parce que si vous faites la moindre erreur, en tant qu'artiste ou en tant qu'amateur, vous la ratez. Et c'est ce concept de véridiction qui semble échapper justement aux individus qui plafonnent en rationnel. Ils confondent la vérité et la véridiction, alors même que leur propre axiomatique rationnelle plafonnée popperienne, si j'ose dire, leur apprend déjà que la science n'a pas comme but de dire la vérité. Mais c'est un pan du réel qu'ils oublient purement et simplement, notamment lorsqu'ils rencontrent mon travail. La vérité, c'est... Mais c'est le réel, au fond, ce qu'appelle vérité, c'est le réel. C'est le réel d'une fiction, c'est précisément la question. C'est quoi le type de réel d'une fiction? C'est ça. Et donc, comme là, les termes qu'utilise Suriot, de spirituel, d'âme, etc., paraissent un peu datés. Ils sont effectivement datés, mais ce qu'il essaie de capter, c'est précisément ce type-là, dans lequel on extrait quelque chose, on reçoit quelque chose. C'est ça où la notion de mode d'existence doit introduire cette notion qui peut paraître étrange, d'être. Nous recevons des êtres particuliers. L'artiste qui se lance dans la question de fabriquer sa statue, ou celui qui la regarde, il accepte d'être saisi par des êtres sous un certain mode. Et ce qui permet d'utiliser la notion de vérité, c'est le fait que ça peut rater. Et que d'innombrables œuvres sont ratées. Et si c'est raté, c'est donc qu'il y avait bien de l'autre côté quelque chose qui aurait dit, c'est un chemin de vérité, si vous voulez, que Suriot appelle instauration, et qui est une exigence qui s'impose à vous, que vous n'avez pas su reconnaître, et donc vous êtes un mauvais artiste ou un mauvais amateur. Je profite de ces propos de Bruno Latour afin de répondre à un reproche qui m'est très souvent fait dans les commentaires ou ici ou là sur la toile. C'est le fait de dire « mais de toute façon, du coup, tu ne peux pas avoir tort ». Beaucoup de gens me reprochent l'auto-validation de certaines thèses, de certains propos, en faisant ici écho à ce que Bruno Latour met en avant lorsqu'il dit que le propre justement aussi de l'artiste, c'est qu'à un moment donné, sa recherche de véridiction dans l'univers artistique, malgré le fait qu'on ne soit pas dans le champ scientifique, peut elle aussi rater. Et c'est donc ce qui permet, dit-il, de différencier le mauvais artiste du bon artiste. Mais si le but d'un travail n'est pas, comme peut le faire un scientifique, d'essayer d'arriver à un savoir permettant une simplification du quotidien de ses contemporains, si le but n'est pas, comme un artiste, d'exprimer le sens du beau, mais que le but est alors, comme dans le cas d'Hypnomachie, de saisir l'unité inhérente à toute chose, quel sens cela a-t-il de réintroduire le conflit mimétique, ou en tout cas le thémata, entre un bon hypnomachien et un mauvais hypnomachien? Ça n'a aucun sens. Si le but est justement de saisir l'unité, vouloir absolument réintroduire une mimésis, c'est raté.
Ça veut dire, si je vous suis bien, qu'il y a quelque chose de l'ordre, vous citiez Gilbert Simondon, de l'ordre d'une relation entre l'homme et les choses qui n'est pas hiérarchisable au fond, qui a pas, et c'est ce que vous dites dans votre livre, Nous n'avons jamais été modernes, qu'il n'y a pas d'un côté les humains et de l'autre les objets ou les choses. Simondon utilise exactement mode d'existence pour la même raison, c'est-à-dire que nous sommes les descendants des objets techniques. C'est pas du tout des humains qui fabriquent des objets techniques. Les objets techniques nous ont construit des êtres techniques, car il y a des êtres techniques très particuliers, dont il décrit très bien, d'ailleurs en partant à la fois de la magie, il y a toute une élaboration de ces êtres techniques, et ils s'imposent à nous. Et tous ces philosophes, comme Souriau, comme James, comme même si c'est une autre tradition, comme Simondon, essaient de sortir de cette espèce d'obstacle dans laquelle la philosophie s'est enfoncée, de croire qu'il y a des sujets aux commandes en face d'objets. Mais ça n'est jamais le cas. Quand vous êtes devant une œuvre d'art, si vous n'êtes pas fichu de capter le chemin de ces êtres qui viennent à vous et vous donnent les capacités de les comprendre, eh bien, vous ne comprenez rien à ce que c'est qu'une œuvre d'art. Ou vous ne comprenez rien à l'hypnomachie. Et là se pose une question que Bruno Latour évoque sans vraiment y répondre. Comment faire pour essayer de rendre l'art ou l'hypnomachie, c'est ici la même chose, accessible à ces individus qui n'y pigent rien? Abandonnons sujet-objet, et passons à une autre question. Quels sont les êtres qui s'imposent à nous sous un certain mode et qui exigent de nous un certain type d'attention d'un certain type de vérité? Est-ce qu'on n'est pas dans l'anthropomorphisme quand on fait ça? On prête des intentions à ce qui n'est pas vivant, par exemple. Ça c'est évident que ce qui n'est pas vivant, ça pose à nous avec une puissance qui est tout à fait extraordinaire. Nous devenons des anthropomorphes, ou plutôt nous sommes façonnés comme des humains par les techniques, par la fiction, par le droit, par la religion, etc. S'il y a un anthropomorphisme, c'est à l'inverse. Ce sont ces êtres qui pullulent et qui s'imposent à nous de mille façons, qui nous construisent, qui nous ont construits historiquement comme anthropos. Oui, on peut utiliser anthropomorphisme, mais alors il faut complètement le retourner. Et c'est ça qui est très beau dans l'argument de Souriau pour la notion de fiction, mais on peut le faire aussi pour la religion, on peut le faire aussi pour le droit, c'est que ça construit, ça positionne, si vous voulez, c'est ça l'épisode d'irréduction. Est-ce que nous sommes capables de recevoir ces êtres dignement, dans leur mode? Dignement, là vous introduisez la morale, là. Oui, dignement, les êtres moraux c'est encore des autres êtres, mais la notion de dignement est très importante parce que ça va être la dimension, ça va être ce qui va permettre, on en parlera mercredi, d'aborder la question anthropologique. C'est-à-dire ces êtres, si vous vous adressez à eux, par exemple, je sais pas moi, vous arrivez dans une colonie africaine au milieu du 19e siècle et vous dites, évidemment, tous ces êtres que célèbrent les peuples que je viens civiliser, c'est évident qu'ils n'existent pas. Si vous commencez la négociation ou le projet de civilisation en disant, il est évident que ces êtres n'existent pas, vous ne comprenez absolument rien, vous êtes sûr de ne rien comprendre à la façon dont, en l'occurrence, les fétiches sont travaillés, les rituels sont travaillés, et vous perdez toute chance de vous présenter vous-même dignement à ceux auxquels vous vous adressez. Donc c'est un cas tout à fait important dans l'histoire de l'anthropologie dont on reparlera. Et c'est exactement ce que ne permet pas le fait d'entrer en relation sur la base d'un oui mais. Bruno Latour ne fait là encore que paraphraser mon contenu ou réciproquement, selon que vous m'ayez découvert moi d'abord ou Bruno Latour en premier. Peu importe, ce ne sont que des façons de parler. Mais vous voyez bien qu'il explique là, ici, justement, d'autres notions de base de la transrationalité non sacrificielle, qui consiste justement à aborder autrui. Alors lui appelle ça avec dignité. Moi je dis simplement en vidant sa tasse. Là je fais un cas évidemment complètement mythique. Et donc le projet de l'enquête sur les modes d'existence, c'est exactement ça. C'est-à-dire de dire, est-ce qu'il y a moyen de se présenter dignement en respectant la particularité de chacun de ces êtres, le droit, la science, la technique, la religion, etc. L'amour? Religion et love, amour, on le met un peu dans la même catégorie. Ah bon? Oui, parce que dans l'amour, on est très bon pour ça. Parce que dans l'amour, vous savez, au 70e de seconde,
que vous allez parler de façon mensongère. Et vous avez un texte là-dessus? Allez, on écoute. Ah. Vous êtes marié, fiancé? Non, malheureusement. J'ai vécu 7 ans avec une femme. Et elle est où maintenant? Je sais pas. Je suis séparé d'elle. Elle n'a pas pu se faire aimer. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Depuis quand vous connaissez votre fiancée? Depuis assez longtemps, presque 3 ans. Nous nous sommes connus au bac. Elle était dans ma classe. Ah, bien, bien. Je crois que je suis assez chiant avec elle. Elle a du mal. Vous l'aimez? J'ai arrêté de me demander si je l'aimais. Nous allons plutôt bien ensemble, c'est tout. Et que lui dites-vous? Les femmes demandent tout le temps, est-ce que tu m'aimes encore? Alors qu'est-ce que vous lui répondez quand elle demande? Je réponds oui. Tu vas voir la paix. Et là, on est au cœur de ce que vous dites, Bruno Latour, avec Goutte d'eau sur Pierre brûlante de François Ozon. Quand quelqu'un demande « Est-ce que tu m'aimes ?», c'est que cette personne cherche à faire revivre quelque chose. Elle n'est pas à la recherche d'une information, d'une vérité, mais elle cherche à instaurer un mode d'être amoureux, c'est ça? Et là, on voit bien que vous ne pouvez pas le confondre avec la fiction. On peut jouer là-dessus, mais si vous le confondez avec la fiction, vous avez complètement raté. Pourquoi? Si vous le confondez avec l'information, vous l'avez raté aussi. Si c'est la fiction, ça veut dire que vous êtes en train de baratiner. Ouais. Si vous le confondez avec l'information, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire de dire j'ai aimé. Bah oui, je te l'ai déjà dit. J'avais même imaginé une scène encore plus étrange où il suffisait d'appuyer sur un truc d'un magnétophone pour vérifier que vous l'aviez bien dit. Effectivement, que vous l'aimiez. Oui, je vous aime. Bah oui. Alors, va regarder dans le magnétophone. Je t'ai déjà dit oui, ouais. Il est intéressant ici de faire un parallèle avec la pulsion grégaire qui pousse les individus à se regrouper pour remettre en scène encore et encore le sacrifice du bouc émissaire primordial qui a permis donc l'existence du collectif en diffusant l'angoisse liée à la présence de l'altérité. Il s'agit ici, là encore, dans ce « Est-ce que tu m'aimes ?», de diffuser l'angoisse en remettant en scène, de façon ritualisée, et comme le dit Bruno Latour, sans information nouvelle, l'acte initial consistant à confirmer à autrui qu'il est aimé et aimable. Ce sont ni plus ni moins que des actes magiques, rituels et ritualisés. Là où, pressentant cela, Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, invitait justement à mentionner ces élans d'amour au présent, en précisant exactement qu'est-ce qui nous motivait, en quoi nos besoins présents étaient satisfaits, etc., etc. Cela évitait cette instrumentalisation magique de l'amour visant simplement à se rassurer de son angoisse existentielle non vécue, non assumée, voire bien souvent non conscientisée. Non, et ce qui est intéressant dans ce cas, dans tous ces cas, parce que c'est notre capacité justement à reconnaître quelque chose qu'on a parfaitement le droit de dire être une question de vérité. Alors voilà, non mais typiquement dans la question de l'amour, quand on pose la question est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu m'aimes encore, ce qui n'est pas la même chose, on attend aussi une information, on attend une validation, on entend la reprise, justement on n'attend pas une information. Et si vous introduisez la notion d'information dans cette affaire, c'est-à-dire le déplacement, une information, dans la perspective de cette très souvent le cas, c'est-à-dire excusez-moi. Buvez de l'eau, je vous en prie. C'est le transport sans transformation. Le transport sans transformation. Ce que j'appelle double clic, c'est-à-dire il n'y a pas de médiation. Je te l'ai déjà dit, donc ça suffit. La question est close. Ouais. Alors que ce que vous exigez, qu'est-ce qu'on demande dans ce cas-là? Est-ce que tu m'aimes? C'est la reprise au présent de la chose qui avait été dite avant, mais qui doit être rejouée maintenant. Autrement dit, c'est l'acte d'amour lui-même. Donc c'est ce que vous disiez au début, on veut une sorte de rappel de cette transformation elle-même, c'est ça? Oui. Et là, c'est un mode de vérité à soi. C'est ça qui est très fort, c'est que justement là, vous ne voulez pas, vous détectez le mensonge, et nous sommes tous assez bons à détecter le mensonge de cette situation, alors que le mode d'instauration propre à l'amour, disons, aux relations amoureuses en général, amour au sens agapé, pas au sens forcément éros, c'est précisément la reprise au présent, donc en fait la réinstauration de l'acte initial. Donc, alors que ce qu'on dit est d'une banalité totale, parce que je t'aime, une fois qu'on a dit je t'aime, bah oui, d'accord, tu me l'as déjà dit, il y a aucune innovation d'information sur ce point.
Mais il y a une innovation capitale, c'est la reprise dans le présent. Ça, c'est un mode à soi. Et dans l'enquête sur les modes d'existence, je définis, point après point, qu'est-ce qui est spécifique à ce genre de mode d'existence. Quel est le hiatus, disons, puisque toutes les choses subsistent par ce qui ne subsiste pas, il y a un hiatus, et là le hiatus c'est la question que l'amoureuse fait à son amoureux, donc il y a une crise, une mini-crise, disons, qui peut rater de nouveau, et si ça peut rater, c'est donc qu'il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de la vérité qui est en train d'arriver, disons, il y a un événement, cet événement peut rater, et ce qui est exigé à ce moment-là, c'est pas du tout un transport dans le lointain, je te l'ai déjà dit, c'est pas une petite blague astucieuse qui permet de sortir de la situation, c'est l'acte total, la reprise totale du présent. C'est un mode particulier qui est assez, dans notre tradition, assez facilement associé à des éléments que j'appelle religieux, mais peu importe. Oui, mais en tout cas, on comprend bien la distinction que vous faisiez au début d'émission entre substance et subsistance. D'où l'intérêt de modéliser le monde de manière dynamique et non pas statique, sous peine de graves déconvenues et d'antitélie. Attendre de l'amour qu'il soit une substance, c'est-à-dire fixe une fois pour toutes, c'est se tromper. Ah oui. Or, dire qu'il est dans une forme de subsistance, c'est-à-dire qu'il est en mouvement permanent, qu'on veut toujours réinstaurer au présent ce mouvement. On peut spécifier ce type de mouvement. Que les choses sont en mouvement permanent, on peut le comprendre très facilement, mais je pense que ce qui a été la contribution de l'enquête, c'est de dire, oui, mais est-ce que vous pouvez le spécifier? Et du coup, ça donne du monde social quelque chose de beaucoup plus riche, parce que vous allez pouvoir spécifier la différence entre la vérité, la véridiction fiction, la véridiction, disons, amour, la véridiction juridique, etc. Et vous allez avoir un monde beaucoup plus riche qui va échapper soit à l'idée qu'il y a une vérité, soit à son contraire, c'est que finalement ça n'a pas d'importance et que tout se vaut, ce qui est la version, disons, banale du relativisme. Alors comment vous vous sortez de ça d'ailleurs, entre d'un côté le dogmatisme de la vérité, de l'autre le relativisme? On ne peut pas sortir de ça avant mardi. Il faut attendre, là c'est un teaser. Oui. Il t'en en parlera demain, d'accord, ok. Non, parce que le problème c'est que il va falloir se coltiner la question de l'hégémonie, disons, d'un mode qui a été le mode scientifique, et ça, qui a rendu très compliqué de comprendre ces choses que je suis en train de dire, qui ont l'air complètement incompréhensibles, mais qui vont devenir beaucoup plus claires après. Pendant le confinement, il était inévitable que chacun se mette à réfléchir à ce qui pourrait bien remplacer l'économie suspendue pour un temps. D'où les questions que nous nous sommes posées: pourquoi continuer telle ou telle activité? Pourquoi ne pas en proposer une autre? Que faire de ceux qui dépendaient pour vivre de celles que nous souhaitons arrêter? Comment développer les entreprises que nous trouvons favorables, et ainsi de suite. Ceux du moins qui en avaient le loisir se sont sentis libres de s'inventer une autre base matérielle. Au début, c'était comme un jeu pour profiter de cette pause, et puis de plus en plus sérieusement, comme si on allait pouvoir empêcher que tout reprenne comme avant, sans l'espérer vraiment. Chose étrange, à force d'imaginer le monde d'après, les confinés ont eu progressivement l'impression d'habiter quelque part, et non plus n'importe où. En effet, ces questions de subsistance, ils n'y attachaient guère d'importance auparavant, ou en tout cas elles semblaient décidées ailleurs, par d'autres, et surtout pour d'autres. Elles formaient à nos yeux une sorte de nécessité inéluctable, d'évidence fantomatique, et nous donnaient donc l'impression que nous n'habitions nulle part en particulier, ce que couvrait le terme justement passe-partout de globalisation. Mais peu à peu, à force de vous affronter à ces questions inhabituelles et surtout de réaliser que c'était bien difficile d'y répondre, vous étiez obligé de vous réveiller d'un rêve en vous demandant « Mais où est-ce que j'habitais donc avant ?» Eh bien dans l'économie justement, c'est-à-dire ailleurs que chez vous. Alors pour continuer à comprendre votre démarche dans l'enquête sur les modes d'existence, on peut lire les livres que vous avez écrits après, qui sont en fait une variation autour de cette méthode-là. J'ai lu un extrait du livre qui s'appelle « Où suis-je ? Leçon du confinement à l'usage des terrestres », qu'on trouve aux empêcheurs de penser en rond. Et dans l'extrait que j'ai lu, on y retrouve les mêmes éléments de langage que vous avez employés, notamment celui de subsistance. Au fond, quand on cherche où est-ce qu'on habite, parce que le confinement nous met face à cette question-là, on se rend compte que nous sommes, en fait, quelque part, mais que ce quelque part est toujours lui-même dans une espèce est toujours à redéfinir, au fond, c'est ça? C'est plutôt que l'enquête est aussi un problème anthropologique j'ai commencé en Afrique il y a 50 ans, donc c'était l'épreuve de voir le néocolonialisme le plus extrême qui m'a d'abord incité à ça, puis l'idée de faire une anthropologie des modernes, qui n'ont jamais été modernes, et du coup,
quand la crise écologique est devenue aussi évidente, je me suis aperçu que c'était le même problème. Ce que j'avais qualifié d'étrangeté des modernes qui ne comprennent pas de quoi ils sont faits, en quelque sorte, et qui fait qu'ils n'ont jamais été modernes à la façon dont ils l'imaginent, c'est devenu, avec la crise écologique, cette espèce d'étonnante réalisation qu'ils ne savent pas où ils sont. Et c'est précisément cette information que j'essaye de délivrer, notamment à la partie la plus scientiste de mon audience, aux gens ouïmets, mais cela les met face à l'hubris du rationnel plafonné, qui constitue, je vous l'ai déjà expliqué dans Hypnomachie, une espèce de compensation, un doudou épistémique, qu'il est pénible, et c'est bien compréhensible ceci dit, de lâcher son doudou. Ce que vous avez lu, c'est-à-dire nous. Nous, les peuples qui exploitons les autres, disons, pour le dire assez facilement. Donc nous avons développé toute une série de valeurs, de vertus, la notion d'autonomie, de liberté, etc. Mais en rejetant à l'extérieur, disons, les problèmes de savoir comment nous subsistions. Et c'est ce lien que j'avais pas du tout prévu au début, mais qui permet de voir l'enquête sur les modes d'existence, qui est d'ailleurs marquée de début à la fin par l'intrusion de Gaïa, comme dirait Isabelle Stengers. Gaïa, c'est quoi? Gaïa, c'est le vrai mot de la situation écologique, mais on en parlera jeudi, parce que sans ça... oui, mais il faut commencer à définir les choses. Non, mais vous allez embrouiller vos lecteurs, vos auditeurs, parce que tout ça, c'est un peu compliqué. Non, c'est très simple, mais disons, vous essayez de me faire parler de 50 ans de travail. On a 4 heures pour le faire. Oui, mais moi, j'ai fait qu'une seule chose. J'ai essayé de qualifier de façon précisément, analytiquement, les différents modes d'existence que les modernes, disons, ont travaillé. Alors, évidemment, si on faisait une anthropologie des Japonais, des Chinois, ça serait pas du tout pareil. Moi, je me suis intéressé, et il n'y avait pas finalement beaucoup de gens qui s'intéressaient à ça, à eux, aux Blancs, pour le dire simplement. Je me suis intéressé à la bizarrerie de ces êtres qui vivent ailleurs que là où ils vivent. Donc c'est ça qui m'a intéressé chez les Européens. C'est industrialisé, disons, pour le dire vite. Ils sont dans un monde et ils imaginent ils habitent, en fait, un tout autre monde. Et avec la crise écologique qui est arrivée là, que moi je nomme Gaïa pour des raisons que nous travaillerons plus tard, parce que c'est plus simple, c'est un nom propre, Gaïa, brusquement, tout ce à quoi ils ont tenu, la façon dont ils se sont définis, se trouve en crise. Donc il y a une dimension écologique de cette anthropologie des modernes, dont l'analyse en termes de mode d'existence est en quelque sorte la traduction. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est d'essayer de suivre de façon aussi précise que possible, dans un travail qui m'a pris une 30aine d'années, assez systématiquement, les erreurs de catégorie dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire tous les endroits où, comme les petits épisodes que vous avez fort bien choisis, où on se dit, et là on est en train d'étudier, d'analyser une situation avec un mode qui ne correspond pas à la situation. Ouais. Et donc de faire l'analyse un peu systématique. Et ça m'a permis d'extraire, disons, le nombre est évidemment variable et dépend du travail collectif que nous avons lancé avec cette enquête, disons une quinzaine de modes qui permettent de s'y retrouver de façon un peu claire. Voilà, c'est ça que j'ai fait, moi. Et alors, est-ce qu'on peut toujours identifier le mode dans lequel on est? Non, parce que dans une situation, il y a tous les modes. Là, regardez, Justement. Ouais. Mais le moment où il y a des erreurs de catégorie, là, par contre, ça serait très juste. Si, brusquement, je me mettais à parler comme un futur président de la République, vous le sauriez à la seconde près, comme vous savez à la seconde près, ou au dixième de seconde près, dans l'exemple que nous donnions tout à l'heure, que la parole amoureuse est mensongère. Donc, en fait, on a des compétences assez développées. Pas pour le droit, parce que pour le droit, précisément, c'est une compétence qu'il faut apprendre. Pas pour la science. Pour la science, il y a une compétence qu'il faut apprendre. Et bien évidemment, pour l'hypnomachie, cela demande d'apprendre aussi. Cela va de soi. Mais il y a un certain nombre de types de compétences qui reposent, en gros, sur, disons, un équipement anthropologique assez standard. Mais on va s'apercevoir, et ça c'est ce qu'on va travailler jeudi, c'est qu'il y a des cas où on peut perdre une capacité de détection des modes d'existence. C'est le cas du politique. C'est-à-dire un moment où on n'arrive plus à entendre la différence entre parler politiquement vrai et parler politiquement faux.
Le fait par exemple que la démocratie soit une immense arnaque et ne puisse être ni démontrée ni justifiée est un très très bon exemple de se parler politiquement faux. En soi, discuter ensemble d'un vivre ensemble intelligent, c'est la définition même de la politique, de la vie de la cité. Par contre, lorsque cela crée un tabou gigantesque, ce qui est le tabou de l'impossibilité ontologique, épistémologique de la démocratie, alors le politique perd sa lucidité et sa fonction même. Où on va même dire, ce qui est une abomination, en politique, il n'y a pas de vérité. Et alors là, si vous commencez à rentrer là-dedans, évidemment, ça veut dire que la politique va se défaire et qu'on va perdre les capacités de détecter dans un conflit, disons, une erreur de catégorie. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une dimension morale très importante dans l'enquête et qui permet de positionner la philosophie non pas comme la science des fondements qui va permettre d'ignorer un peu tous les détails, alors que tous les détails, il n'y a que des détails en quelque sorte, et de dire, voilà, moi je vais creuser, c'est pour ça que les choses subsistent, c'est parce que je suis arrivé enfin à l'Urkram, le sol indiscutable dont tout peut être déduit, et de dire non, la philosophie c'est la gardienne de la diversité des modes. C'est elle elle est très sévère. On va dire, attendez, si vous perdez un mode, c'est une catastrophe extraordinaire. Si vous perdez la compréhension du mode religieux, et que vous imaginez qu'une société un collectif peut se faire historiquement sans compréhension quelconque du mode religieux, sans compréhension quelconque du mode politique, sans compréhension du mode technique, sans compréhension du mode scientifique, mais vous vivez où? Vous êtes qui? Vous êtes même pas des barbares, vous êtes des gens épouvantables en quelque sorte. Parce que ces modes zombies, ils sont universels ces modes? Non, les modes sont absolument locaux, c'est des modes que nous avons développés. Non, c'est une ontologie locale. C'est ces modes que les sociétés que j'appelle modernes, quoi qu'on sache jamais exactement jusqu'où elles s'étendent ou pas, se sont acharnées à développer, mais comme le dit très bien Voegelin, Voegelin, qui est un des grands philosophes allemands, le dit très bien, qui n'ont jamais été chéris en même temps. Et moi, modestement, Bruno Latour, je prétends que l'on peut enfin parler et essayer d'avoir comme projet philosophique, et même un projet anthropologique, de dire on peut chérir tous ces modes en même temps. Eh bien oui, je te rejoins Bruno, puisque c'est la définition même de la logique non sacrificielle. Et donc les amis, même si beaucoup de gens peuvent me prendre pour un illuminé, il semblerait que, à défaut d'être seuls, nous soyons au moins deux. Et en pratique, j'en connais un certain nombre d'autres individus qui vivent de façon extrêmement concrète cette capacité à chérir les différents modes d'existence simultanément. Et demain, on s'intéressera au mode scientifique, on se demandera si la science a toujours raison. Vous serez là demain ? À 10h? Moi, je serai là, oui. Bon, moi aussi. Bon, oui, c'est ça. Voilà les amis, cette émission commentée touche à sa fin. J'avais hésité à vous mettre le deuxième opus. Je vous le sortirai peut-être, mais tout ne me semblait pas vraiment intéressant là-dedans. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous partager quelques éléments de la pensée de Bruno Latour, qui, je crois, rejoignent puissamment ce que je peux vous raconter autour des niveaux de réalité, autour de ce que certains malheureusement comprennent comme du relativisme absolu, alors qu'il est simplement question de percevoir les différents modes d'existence du vivant. Voilà, c'est une invitation à penser le monde en N dimensions et à sortir des raisonnements un petit peu simplistes, unidimensionnels, limbiques, de type vrai ou faux, juste ou erroné, et autres bêtises contemporaines. Voilà. Et bien si cette vidéo vous a plu, ce petit podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur la toile, à me mettre un petit pouce. Et je tenais à remercier particulièrement les tipeurs. Voilà, à bientôt.